La place de la femme noire dans la société européenne, sa perception et la perception qu'on a d'elle, sa vision du monde et de son avenir dans cette Europe qui désormais est une partie d'elle. Voilà quelques-uns des sujets abordés avec les invités durant ce podcast. Nos discussions vont permettre la synthèse des points de vue, mais aussi mettre en évidence l'hétérogénéité de ce groupe. Le débat promet d'être critique, inspirant, sans langue de bois. Une vraie masterclass pour toute personne désireuse de faire bouger les lignes. Afropéenne. Donc, bonsoir Josiane, bonsoir. Bienvenue sur le podcast Afropéenne. Avant de commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter? Alors, dans privé, professionnel et tout Vraiment comme tu le sens. Tu me dis ce qui te paraît important pour connaître qui tu es. Donc, je suis Josiane Camara, donc j'ai 38 ans, maman de 2 enfants, de 9 ans et 7 ans. Donc, mon parcours en Belgique, donc je suis arrivée en Belgique en 2002. Donc, j'avais 18 ans, tout fraîchement, du secondaire avec un bac en poche dans le but de venir, comme beaucoup de gens, l'université, si peu à Dieu, comme on dit souvent, trouver un travail. Ah ouais. Donc, c'est là où l'aventure commence. À 18 ans, on quitte papa, maman et on devient tout doucement indépendant. Amen. Avec tout ce qui va avec. Donc, la liberté, super, qui dans un cadre familial où il fallait rentrer à 18 heures tous les jours, à un univers où il faut rentrer quand on a envie. Mais à côté, il y a l'université. Et donc, tout en univers, je demande déjà au secondaire, parce qu'il faut faire une année de secondaire ici en Belgique. Donc, un univers où tu n'as plus papa, tu n'as plus maman, mais tu sais que tu as des responsabilités. Et donc, du jour au lendemain, tu grandis et tu as la liberté. Donc, tout vient en une fois. Et donc, tu es là, tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais? Je choisis la belle vie parce que, oui, hein, il y a l'effet tout le temps. C'est tentant. Et je dis, ok, et qu'est-ce que je fais des études? Et donc, on commence l'aventure avec une année pour faire le concours à l'université pour pouvoir entrer. Et ensuite commence l'aventure de l'université qui, par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Et donc, voilà. Donc, j'ai un master en ingénieur de gestion, donc option finance. Donc, j'ai fini l'université en 2009. Donc, étant donné que je n'avais pas encore les papiers en Belgique, ce fut la petite roulette pour commencer à chercher du travail parce qu'il fallait trouver une entreprise qui veut bien te donner du travail et te faire du permis de travail parce qu'en Belgique, la législation est complètement différente. Quand tu n'es pas belge, il y a un salaire minimum que tu dois avoir pour pouvoir trouver un travail. J'ai déjà entendu parler de ça. Et effectivement, en tant que jeune diplômé, c'est assez difficile de trouver des entreprises parce que quand on est jeune diplômé, surtout des écoles d'ingénieurs de gestion comme nous, on est beaucoup plus engagé par tout ce qui est les Big Four et qui donnent moins dans le salaire, mais plus dans les avantages. Alors que ce qu'il te faut, c'est du chiffre. Alors qu'il te faut du chiffre. Donc, il faut trouver des entreprises qui veulent bien te faire ça. Et donc, presque 1 an après avoir fini mes études, donc en 2010, j'ai enfin trouvé une boîte qui veut bien me faire cette prise en charge. C'est pas une prise en charge, mais c'est beaucoup plus un permis de travail. Et donc, il veut bien payer ce salaire qui te permet effectivement de passer ce cap-là. Parce que justement, en fait, c'est juste que les Big Four, en termes de brut, quand on remet toute leur partie nette dans le brut, c'est la même chose. Mais fiscalement, c'est pas avantageux pour eux. Oui. Voilà. Mais il y a des boîtes qui se disent, moi, j'ai pas envie de me casser la tête à la voiture, au junior et tout ce qui va avec. Je suis dans tout ton salaire. Mais il faut trouver des boîtes qui le font. Et donc, c'est des plus petites boîtes, du coup, qui... Non, pas c'était forcément. une multinationale. C'était une multinationale, c'est chez Bridgestone. Et donc, justement, parce que j'ai eu la chance, parce que je suis tombée sur des alumni. Donc, des alumni de Solvay. Oui. Et donc... Le fameux réseau.
Non, c'était beaucoup plus un hasard. Oui. Parce que justement, j'ai postulé là-bas, j'avais même oublié. Et donc, un matin, on m'appelle, j'étais en train de dormir. C'est réalité, je dormais. Vous avez postulé pour quoi, oui. Bonjour. Et alors, l'interview commence alors que je sortais de mon lit. Wow. Avec HR. Et donc, voilà. Et donc, finalement, j'ai été invitée. Et c'est là où, justement, je tombe sur ces deux personnes, ces deux messieurs, qui étaient des anciens de Solvay. Mais l'un de la VUB et l'autre de l'ULB. Okay. Parce que Solvay, il y en a à partir vraiment et ça, je ne savais pas. Okay, oui, dans l'école d'ingénierie de gestion. Et donc, c'est pas hasard. Oui, donc tu es diplômé de Solvay ULB. ULB, oui. Okay. Et donc, ceux qui m'interviewaient, c'est un de Solvay VUB, un de Solvay ULB. Mais ils t'interviewaient à l'alumni, pas pour le boulot. Non, pour le boulot. Pour le boulot déjà. Oui, okay. Donc, justement, j'ai été appelée par le HR de Bridgestone. Ok. Donc, je suis dans mon sommeil, donc j'ai répondu. Il a dit, ok, ça va, le manager veut vous rencontrer. Donc, d'accord. Par hasard, quand j'arrive à l'interview, c'est deux anciens de Solvay. Et donc, voilà, on a discuté. Il me demande, mais qu'est-ce que tu fais depuis que tu es diplômée et tout, oui, qu'est-ce que tu as fait cette année? J'ai dit, écoutez, je fais des petits jobs qui me vont avec. Parce qu'entre-temps, justement, comme je ne trouvais pas de travail, je faisais des cours de néerlandais. Et entre-temps, je travaillais dans une maison de repos parce que je me dis, bon, voilà, il faut bien que je fasse quelque chose et que j'ai surtout des sous. Ouais. Et donc tu es diplômé de Solvay et tu étais vas en maison de repos. Dans une maison de repos. Et voilà, ça c'est une réalité. Et donc c'est une réalité. Il faut déjà ouais. avoir la chance de trouver même ces maisons de repos qui veulent le travail. Et donc justement, eux, je travaillais pour eux parce que pendant les jobs étudiants, tu avais déjà eu l'occasion de travailler pour eux. Mais aussi quand j'ai fini Solvay pour pouvoir renouveler mes papiers, donc je me suis inscrite une année en taxes, toujours à Solvay. En fiscalité. Ok, d'accord. Donc, c'est ça qui m'a permis de renouveler mes papiers, de faire les cours de néerlandais en journée, parce que les cours de fiscalité, c'était en soirée. En journée, je faisais des petits jobs étudiants, et entre-temps aussi, je faisais des cours de néerlandais, donc pour essayer de meubler un peu le CV. Parce que justement, quand tu vas à un interview, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu vas pas dire, je fais rien, c'est pas valorisant. Oui, s'il y a des blancs dans un CV, c'est mal vu. Voilà, c'est mal vu. Donc, moi, je leur explique un peu mon parcours. Et donc, finalement, ils m'offrent cette occasion-là. Et donc, c'est par là que j'ai commencé la petite aventure jusqu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu n'es plus chez Bridgestone. Non. Entre-temps, justement, comme j'étais à l'ULB, ma dernière année, justement, il y a eu une vague de... comment on appelle ça? De légalisation. Où justement, la Belgique, là, souvent, il te dit, si tu étais en Belgique pendant un certain nombre d'années, on va légaliser ces personnes, leur donner la résidence belge. Je n'ai pas entendu parler de ça. Si, ils lancent souvent ça. Et donc, justement, quand j'étais en dernière année d'université, ils ont lancé cette vague de... Il y a un terme spécifique dont je m'en souviens plus, naturalisation, un truc comme ça. Naturalisation, je pense que et donc, j'ai introduit ça quand j'étais en dernière année à l'université. Donc, j'ai lancé le dossier. Bon, comme je savais que ça prend du temps, j'ai quand même lancé et j'ai fait tout ce qui va avec. Et donc, pendant que je travaillais pour Bridgestone, et donc j'ai trouvé du travail, j'ai pu joindre aussi à mon dossier le fait que j'ai trouvé du travail. Et donc, j'ai eu ma carte de 5 ans. Ok. Entre-temps. Ok. Et donc, pendant que je travaillais pour Bridgestone. Et donc, voilà. Et donc, après, bon, j'ai quitté Bridgestone parce que c'était pas très intéressant pour moi. 1 an et demi. Et on est tous dans la présentation, là? On est parti dans le podcast. Il y a pas, parce que les questions s'imbriquent. Oui. Donc, tout ce que tu me dis répond déjà à d'autres questions qui venaient. Ok. Donc, on se laisse porter par la vague. Et donc, j'ai fait 1 an et demi à Bridgestone. Et donc, j'ai quitté Bridgestone 1 an et demi après parce que c'était très assez spécial, très japonais comme boîte. L'esprit ne te parlait pas. Non, mais il y a des boîtes. Oui, la culture déjà japonaise, elle est très carrée comme ça. Et ça se ressent jusqu'ici. Ça dépend. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ça dépend. Parce que mon dernier travail, par exemple, que j'avais avant celui-ci, c'était toujours une boîte japonaise. Mais c'était hybride. Oui, en son discrétion, c'était... Mon ancien, c'était à Toshiba. Ah bon, là... C'est toujours japonais, mais c'est hybride. Donc, à Bridgestone, c'est japonais.
Ils arrivent à imprimer leur culture jusque déjà que le ici management en est japonais. Ah, même en Belgique. Donc déjà en Belgique, on avait 3 Japonais sur les bureaux, sur les plateaux avec vous. Okay. Donc tu as le management, tu as donc le top management, il est japonais, tu as le CEO, il est japonais. Donc ça veut dire que déjà, le rôle de CEO, on ne donnera pas à un local. Ce sera toujours un japonais. Oui. Pour garder la ligne de conduite, tu auras toujours... Donc, ils étaient au moins 3 sur le plateau, jusqu'à ce que même l'assistante du manager, c'était une japonaise. Ok. Que, donc l'esprit est vraiment là, déménagé du Japon. C'était vraiment l'esprit samouraï. Donc, ça veut dire que, par exemple, on a une pleine clôture. Moi, j'ai fini mon travail et que c'est mon manager qui doit présenter les chiffres. Pendant que mon manager présente les chiffres, je dois rester jusqu'à ce qu'il présente les chiffres et que le Japon approuve. Ce n'est que lorsque le Japon approuve qu'on peut partir. Je dis, pourquoi est-ce que je dois rester? Vous faites votre réunion, vous faites votre bazar. Donc c'était vraiment, en fait, c'est beaucoup plus une instance où la présence physique montre que tu fais quelque chose. Je comprends. Et c'était parfois on fait des budgets, tu envoies un mail au Japon, tu te dis il est minuit, bon, au Japon pas répond. Ah non, il te répond, hein, les mecs te répondent. Il te répond, quoi. Je dis, mais attends, tu vois pas? C'est vraiment un autre esprit. Donc, c'était vraiment, en fait, vous discutez sans vraiment avancer. Donc, c'est vraiment, on stagne. Et ça, quand tu es jeune, t'as envie d'aventure, t'as envie de découvrir. Surtout que tu sors de Solvay, donc... c'est pas une question de Solvay, c'est une question de dynamisme. Est-ce que c'est pas un esprit un peu plus américain? C'est pas ce qu'on vous imprime, anglo-saxon, pas américain, mais en fait, tu as besoin de dynamisme, tu as besoin de... C'est un truc un peu statique comme ça, tu vois. Tu fais ça, tu restes dans ce cadre-là, ne sors pas de ce cadre-là parce que ça va pas. Donc, je me souviens, par exemple... Traditionnel, très traditionnel. Il y avait un jeune, un autre garçon avec nous, un monsieur, à cette époque, il avait 31 ans, moi j'en avais 25, donc il était un peu plus âgé, mais il a fini l'école à 23 ans. Il a commencé à travailler dans cette boîte-là, mais il était bon, vraiment bon. Mais on ne voulait pas lui donner le poste de manager, tout simplement parce qu'il était jeune. Oui. C'était pas la vision de l'entreprise. Non. Il faut rester pendant donc, il est parti. X années. Il a fait 7 ans dans la boîte, il a fait ses preuves. Il était parfait. Mais le seul truc, c'est que parce que tu es jeune, tu ne peux pas, ta voix ne porte pas. C'est pas la culture de l'entreprise. Donc, par exemple, je me retrouve une fois avec mon manager à une réunion. Je vois comment ce mec, on est dans une réunion, je suis moi jeune diplômée. Et quand tu es jeune diplômée, tu attends à ce que ton manager te porte. Mais en fait, c'est moi qui le portais à une réunion. Donc, il présente, je dis, mais ce que tu racontes, elle n'est pas correcte. Mais comme c'est ton manager, tu ne peux pas... Tu peux pas. Je me dis, mais non, je ne peux pas mettre ma carrière dans les mains de quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle, qui ne sait pas te porter. Parce que ton manager, c'est quelqu'un qui va te défendre. C'est quelqu'un qui va te faire grandir. Mais si déjà, tu vois que c'est toi qui le portes et qui n'est pas prêt à te défendre, c'est pas la peine. Ça vaut pas la peine. Mais je vais un peu brûler les étapes en posant cette question, mais est-ce que tu as l'impression que être une femme noire dans ce contexte a joué ou pas? Ou tu te dis c'était vraiment une question de culture, de différence de culture? Je vais d'abord te répondre à une question très intéressante parce que, en fait, j'ai eu ce poste non seulement à cause de l'alumni, mais c'était aussi une sorte de discrimination positive. Oui, c'était un quota. Voilà. Parce que justement, c'est une boîte internationale, il faut des femmes et tout. Déjà, j'étais la seule femme dans le département. Et apparemment, la fille qui était avant moi, c'est noire. Donc, voilà, c'est une sorte de discrimination positive. Mais je pense pas que... là, c'était pas une question de parce que j'étais noire, mais je pense que déjà, j'étais une femme, ça c'est sûr. Mais avec le temps, j'ai pu m'imposer. C'est au moins l'avantage que moi j'ai toujours, c'est que quand les gens me voient de prime abord, il y a toute cette discrimination de la femme, et tout ce qui va avec, qui vient avec, mais après le temps, j'arrive à m'imposer. Pas forcément dire, j'ai crié sur les gens, mais m'imposer par mon travail, montrer à l'autre, toi c'est ta limite, toi c'est ça, on respecte, on travaille dans ce cadre là-dedans, m'imposer professionnellement. Et donc je pense que
j'ai pu m'imposer parce qu'au début, voilà, j'étais un peu la petite jeune qu'on regardait un peu. Ça fait agréable d'avoir une femme dans le département. Mais finalement, on se rend compte que cette femme-là, non, elle a un cerveau et qu'elle n'est pas que belle. Ce n'est pas qu'une enveloppe. Voilà. Il y a du contenu. Donc, voilà, il y a du contenu. Et donc, voilà, je ne pense pas que c'est un problème de couleur, c'était plus une question de genre, de genre, de culture, quoi. Parce que je me souviens, par exemple, une fois, il y avait justement, en fait, on était 3 Solvésiens, dont les 2 managers étaient Solvésiens, et il y avait aussi un jeune là-bas. Et alors, justement, mon manager, il était genre, il veut faire copain. Moi, je fais pas copain avec les managers. Ça se passe pas comme ça. Et alors, un jour, je viens le week-end et tout. Il y a justement mon autre collègue là, qui était jeune comme moi, qui venait aussi se soulever. Il m'a dit, ah, ça a été le week-end. Je dis, bon, voilà quoi, problème et tout, mais bon, ça va. Et alors, mon manager, il m'envoie un mail en douce pour dire, tiens, comment ça a été ton week-end? J'ai dit, genre, j'ai entendu que ton week-end ça n'a pas été machin. Je lui ai répondu, la curiosité est un vilain défaut. Je lui ai envoyé. Il n'a plus jamais fait ça. Parce que justement, après, entre-temps... Tu mets des barrières. Voilà, entre-temps, il y a d'autres filles qui arrivaient, mais il y a des filles qui aiment bien jouer de ça, de la proximité avec le manager. Et je voyais comment... Voilà, c'était un petit dragueur, si tu voulais. Voilà. Oui. Il aime bien installer le flou artistique. Oui, mais moi, j'ai dit, toi, ta place est là. Voici ma place. Tu sais où est ta place. Et donc, voilà. Ok. Donc... Merci. Donc, oui, j'ai plein d'infos. On va revenir sur des choses que tu m'as dites au fur et à mesure. Mais ce que j'aimerais savoir là pour le moment, c'est quand je t'ai parlé de ce podcast et que tu as vu le titre Afropéenne, qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu t'es dit, je me sens pas concernée? Oui, non. Est-ce que tu connaissais ce terme? Non, il y a tellement de termes qui tournent autour de l'afro aujourd'hui qu'on ne sait plus où donner de la tête. Qui fait quoi, c'est dans le but entre le féminisme, entre les gens qui crient au racisme à tout bout de champ. Et donc voilà, c'est pour ça que ce thème, en fait, je l'évite. Ok. Tous les thèmes qui sont liés à afro. Oui, parce que je me dis toujours, je sais d'où je viens. Aussi bien au Cameroun, quand les Chinois sont arrivés, on les a chassés parce qu'on estimait qu'ils ne sont pas chez eux, qu'ils ne peuvent pas s'informer. Alors moi, quand je suis en Belgique, j'estime que je ne suis pas chez moi et que je remercie la Belgique de m'avoir donné cette opportunité parce qu'en Belgique, au Cameroun, je n'aurais pas eu. Donc j'ai plutôt un esprit de reconnaissance. Ok. Et donc, je ne suis pas de ceux qui vont dire, oui, je suis en Belgique, je veux ça, machin. Non. Parce que je pense que nos grands frères qui étaient avant nous, quand je t'avais expliqué, nos tantes qui sont venues, moi, ma tante qui était là, quand elles sont arrivées, le seul travail auquel elles avaient droit, c'était les travaux des champs. Parce qu'on ne voulait même pas les voir dans les maisons de repos. On ne voulait même pas les voir dans le Colroy. Et donc, je trouve que les choses évoluent avec le temps. Et donc, pour ça, je dis, il faut être patient. L'histoire, je pense qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus patients. On ne peut pas venir dans un pays et réclamer les mêmes droits que les autochtones parce que nous, en Afrique, on ne le fait même pas. Entre nous, on ne le fait pas. Et donc, je ne suis pas dans cette optique où je veux tout réclamer à tout bout de champ. Mais donc, tu ne te sens pas afropéenne, tu te sens africaine? Je me sens africaine à 100%. Et quel est ton rapport à l'Europe en dehors de cette reconnaissance? Quel est ton rapport? Parce que tu vis quand même ici. Qu'est-ce que tu appelles rapport? Parce que afropéen, c'est le terme qu'on utilise pour décrire les Africains européens. Donc, ceux qui se sentent africains, mais c'est légitime, je suis pas en train de... Je me sens africaine, mais en même temps aussi, je veux dire, j'ai presque vécu plus de la moitié de ma vie en Belgique. Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'on est un peu dans une situation où quand on rentre au Cameroun, on n'est pas chez nous. On n'est plus. Même si je me sens toujours chez moi, et que je dis à ma mère, va mettre les noms au terrain de voilà, quoi. Mais, voilà. Donc, je suis à mi-chemin, parce que mes filles, elles sont là, et qu'elles peut-être, elles vont devoir vivre ici. Peut-être elles ne vivront même pas en Belgique. Je ne sais même pas où elles vont vivre. Mais je suis à mi-chemin, parce que je me dis, je ne réclame pas que la Belgique est ma terre-mère, parce que ce ne sera pas le cas. Oui, toi, tu as eu la chance, ou juste le fait de naître et de grandir au Cameroun, donc
tu as ce truc qui est très clair dans ton esprit, mais pour tes filles qui, elles, sont nées, ont grandi ici, ce ne sera pas aussi clair. Ce droit que tu ne t'octroies pas, elles ne comprendront pas. Je vais essayer. Je vais essayer. C'est une démarche que je suis en train de mettre en route. Et c'est très important qu'elles sachent d'où elles viennent. Oui. Peu importe où elles vivront, je pense que c'est important de savoir quelles sont ses racines. Peu importe parce qu'à un moment de ta vie, tu as besoin de savoir. C'est un peu comme les enfants qui ont été adoptés. À un moment de la vie, tu recherches tes racines. Et c'est un processus que je suis en train de construire maintenant, de voir comment je peux leur inculquer, leur faire savoir d'où elles viennent. Oui. Pour qu'elles puissent comprendre quand elles vont à l'école, on les traite de noirs ou bien que tout ce qui va avec. Que tous ces obstacles qu'elles auront parce qu'elles sont noires, qu'elles puissent comprendre d'où ça vient. Oui. C'est important. Même si plus tard, elles sont autour au bout du monde. Et au moins qu'elles sachent que ma racine, c'est là. Et qu'est-ce que tu mets en place, par exemple? C'est quoi de la lecture, l'apprentissage de la langue? J'ai commencé, j'ai acheté par exemple un livre en Noufi, je ne sais pas encore lire, mais mon père va lire ça pour elle. En Noufi, donc c'est le Bafin. Donc des contes bamlékés en fait. J'ai trouvé un auteur, des contes bamlékés avec des petits proverbes derrière, que je commence d'abord à lire moi-même pour rentrer pour te réapproprier. Voilà. Reprendre les livres d'Amadou en Patéba. Et ça c'est déjà plus complexe. Oui, pour moi aussi comprendre. Oui. Et aussi maintenant, essayer de faire qu'elle rentre le plus au Cameroun. Donc je vais voir qu'elle rentre au Cameroun. Et on ne va même pas à Douala, on va vraiment à l'ouest. Oui, à l'ouest. Et voir et maintenant... tu penses que ça suffira à les reconnecter? Et est-ce que le Cameroun les accueillera? C'est pas une histoire de qu'elles se sentent camerounaises, mais quelles sont leurs racines. Tu comprends? Leurs racines, c'est juste que je suis ancrée là. Elles se retrouvent même au Qatar et tout ce qui va. Mais elles comprennent le pourquoi des choses. D'où ça part. Voilà, d'où ça part. Donc, je vais pas leur réclamer de commencer à parler par toi. Non, mais qu'elles comprennent les racines. Parce que parfois, ces enfants, quand justement ils sont confrontés au racisme, ils ne comprennent pas pourquoi. Parce que justement, on leur fait comprendre que leur terre-mère, c'est la Belgique. Mais ce n'est pas la Belgique. Ce n'est pas la Belgique. Donc, au moins, en leur faisant comprendre ça, elles peuvent grandir. Moi, je me dis, je n'ai pas besoin qu'elles vivent en Belgique. Peu importe où elles vivent, mais qu'elles sachent où sont leurs racines. Non, c'est chouette. Moi, je comprends tout à fait ta démarche. Donc, j'aurais aimé qu'on parle un tout petit peu de ton enfance. Quel type d'enfance tu as eu? Quel type de parents? Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir ce parcours vraiment fantastique que tu as eu? Est-ce qu'il y a un côté chance, ou est-ce que tu penses que c'est du travail acharné? Je reviens sur le thème du podcast qui est afro-péen, mais afro-péenne, parce que j'insiste sur le ne pour le côté femme. Est-ce que ça a joué l'afro? Est-ce que ça a joué le fait d'être femme? Alors, on va dire que voilà, déjà que je suis née à Douala, donc mon père, lui, il est beaucoup plus, on va dire, c'est un ingénieur de formation. Donc, et au Cameroun, donc tu baignais déjà? Oui. Et au Cameroun, déjà quand tu fais des études d'ingénieur, ça ne savait pas, tu fais un service militaire. Ok. À son époque. À l'époque, Donc, il faut déjà, lui, il est déjà... Ouais. Ma mère, c'est plus, on va dire, elle a fait partie de ces femmes qui, au Cameroun, étaient les premières à être allées à l'école. Ok. Parce que même déjà, quand son grand-père l'amenait à l'école, toute sa famille dit, mais pourquoi est-ce que tu mets ta fille à l'école? Elle est pour se marier et tout ce qui va. C'est vrai qu'elle n'a pas fait jusqu'au bac, mais au moins, bon, déjà au Cameroun, à cette époque, avoir le bac, c'était énorme, oui, c'était déjà... Parce que déjà, Polytech au Cameroun, c'était 3 ans à l'époque. Hein. C'est peut-être pas 5 ans comme maintenant, donc c'était déjà énorme d'avoir un CEP, énorme d'avoir un... Donc, pour une personne noire. Parce que c'était des personnes colonisées. Donc, non, c'était aussi des ma mère est née à Douala. Hein. Elle n'est pas née au village. C'est mon père qui est, j'appelle toujours le villageois. Il appréciera d'écouter ce podcast. Mais ma mère était beaucoup plus une femme de la ville. Donc, tu vois un peu déjà l'esprit un peu de... voilà, un peu plus citadin et mon grand-père qui les a déjà un peu scolarisé ses filles, contrairement à d'autres à l'époque et tout. Et donc voilà. Et donc ils se sont mariés et nous on est nés.
Donc, dès déjà le secondaire, ma mère, je pense qu'elle aurait voulu aller beaucoup plus loin à l'école. Mais voilà, elle était l'aînée, donc d'une famille de, je pense qu'ils sont 9. Hein. Ma grand-mère en a eu beaucoup. Donc, responsabilité. Donc, responsabilité très tôt. Et aussi, en fait, dans son parcours, donc, elle n'a pas pu aller aussi loin qu'elle a voulu. Donc, elle a voulu que ses enfants aillent le plus loin possible, et surtout ses filles. Et donc, aussi, elle a eu aussi une sorte de, je ne sais pas si c'est une frustration, mais un peu plus dans sa jeunesse. Parce qu'en fait, quand elle était jeune, elle a eu une amie à elle qui voulait l'amener en Europe. Parce que ses parents aussi étaient... à l'époque, au Cameroun, l'amitié était tellement... pure, elle était réelle. Tu pouvais avoir ton ami, et parce qu'il t'aime tout simplement. Il te dit, oh, mon père a l'argent, il y a tel piston, on va en Europe ensemble. Ma mère m'a raconté aussi ce genre de choses. C'était vraiment, je t'aime bien, on va ensemble sans rien. Les relations étaient fortes. Fortes, et voilà quoi. Et donc, mon grand-père lui a dit, non, tu es la fille aînée, tu peux pas, tu es mariée, tu vas te marier, et tu es l'aînée, tu restes. Donc déjà, ce côté-là, elle a dû aussi arrêter l'école parce qu'elle était mariée. Donc, son premier enfant, elle était enceinte parce qu'elle allait à Saint-Esprit. Non, tu n'as pas fait de Douala. Non. C'était une école de femmes. En fait, c'était à l'époque, c'était une école de femmes pour faire la couture. Donc, parce que Cameroun, avant, justement, donc après, elle a comment je pense après après, c'était au niveau du secondaire. On t'envoyait après en technique. Donc, on apprenait à faire la couture et tout ce qui va avec. Donc, elle a fait cette école-là. Et voilà. Donc, elle aurait bien voulu aller plus loin. Mais étant donné qu'elle commençait à être maman et tout ce qui va avec, elle a dû arrêter. Il fallait faire le choix suprême, ultime. Et mon père, de son côté, lui aussi, il a aussi quelque part un peu vécu une sorte de frustration. Je ne sais pas si c'est une frustration, mais il n'en était pas conscient, mais c'était inconscient, dans la mesure où mon père, il est orphelin. Et donc, en fait, ses études, il les a fait par le travail de ses mains. Donc, ça veut dire qu'il a dû... parce qu'à la base, il est allé à l'école par hasard, mon père. Pourquoi? Parce que comme il était orphelin, il vivait chez un de ses oncles qui avait son enfant. Et tous les matins, il devait accompagner cet enfant, parce qu'à l'époque, au village, l'école, c'était à une perpétuité. Il devait l'accompagner à l'école. Donc, quand cet enfant était fatigué, il devait le porter sur son dos pour l'amener à l'école. Et donc, c'était son travail. Comme ça qu'il a... Et son père payait pour cet enfant-là, mais pas pour lui. Et donc, lui, on allait accompagner, puisqu'il ne pouvait pas retourner à la maison, il attendait à la fenêtre de la porte. Et donc, quand il prenait la porte, il écoutait aussi comme les autres enfants. Et il répondait alors que les autres enfants n'arrivaient même pas à répondre. Et c'est là où le maître lui a dit, ben, entre, même si c'est bon pour toi, entre. Et c'est comme ça qu'il est entré à l'école. Il a commencé l'école. Par le hasard des choses. Et pour justement pouvoir continuer à aller à l'école, donc par exemple, quand l'école finissait, il partait genre porter des parpaings ou bien dans les carrés, tout ce qui va pouvoir un peu avoir d'argent et tout ce qui va avec. Mais, et comme au Cameroun aussi, à l'époque, il y avait beaucoup, justement pour pouvoir pousser les enfants à aller à l'école et tout ce qui va avec, il y avait beaucoup de... Des bourses. Des bourses. Il était très intelligent à l'école. Et donc, il avait toujours les bourses. Et donc ça, ces bourses qui lui ont permis... de gravir les échelons d'aller plus loin. Et donc aussi loin qu'il a été. Aussi loin qu'il a été. Mais lui aussi, par contre, dans sa vie, il a eu l'opportunité d'aller en Europe. Mais sa famille, puisqu'il n'a pas de famille, bon, ses oncles lui ont déconseillé parce que justement, il dit que mais si tu vas en Europe et que tu meurs, qui va acheter tout ce qui va avec, t'as pas de famille, c'est vrai. Et surtout qu'il avait ma mère. Et en général, quand tu as un père et une mère, ce qui se passe, c'est que à l'époque, quand tu te mariais et que tu es peut-être allé en voyage, tu vas mettre ta femme chez tes parents. Chez tes parents. Mais lui, il n'avait pas de parents. Donc il ne pouvait pas se permettre de laisser madame et les enfants. Et connaissant ma mère... ça l'aurait pas fait. Non. Ou je reste chez nous. Donc voilà, mais donc ce qui veut dire que voilà, donc ma mère c'est beaucoup plus, voilà, j'aurais bien voulu aller à l'école plus loin, mais voilà, ça n'a pas été.
Donc, ce qui veut dire qu'en fait, au niveau scolaire, ils ont quand même assez investi. Donc, dès la maternelle. Oui. Donc, sur vous, ils ont vraiment misé... Dès la maternelle. Pour obtenir ce que eux n'ont pas... Enfin, oui. Ce qu'ils estiment n'avoir pas eu en totalité, en tout cas. Je pense que c'est ma mère qui a été la plus visionnaire. Pourquoi ? Parce que mon père, dans ses différentes études, il a quand même connu pas mal de gens. On va dire... En fait, il n'était pas conscient de son carnet d'adresse. Il avait un carnet d'adresse dont il n'était pas conscient. Et donc, par exemple, l'école où nous, on allait, par exemple, à la maternelle et au primaire, n'importe qui n'y allait pas. C'était vraiment, les parents, ils dormaient, faire la file pour pouvoir avoir une place. Et ma mère dit, mais telle personne avec qui tu fais la réunion. Mon père faisait la réunion avec la directrice de l'école. Ma mère lui dit, mais tu fais la réunion avec elle ? Pourquoi tu lui demandes pas ? Donc ta mère était un peu l'activiste. Voilà. C'était elle qui poussait les choses. Voilà, mais c'était pour lui, bon, l'école là-bas, l'école publique, mais c'est vrai à l'époque, l'école publique était bien. Les écoles étaient bien. Mais pour lui, non, il dit non. Les professeurs étaient investis, qu'ils soient dans le privé ou dans le public, privé ou public. Et donc elle dit non. Ouais. On lui demandait, on envoyait uniquement un dossier, c'était réglé, tout ce qui va jusqu'au primaire. Secondaire, rebelote. À l'époque, le lycée était encore bien. Ma mère m'a dit, mais non. Tu connais telle personne à Libéman, pourquoi tu veux pas qu'elles aillent là-bas ? Elles vont faire le concours et tout. Donc, voilà, c'était un peu... Ils ont beaucoup plus investi dans l'éducation. Oui. Et ça t'a porté. Tu le sentais déjà à l'époque, ce que ça te faisait... Non, quand tu es à la maison, ta papa et maman, tu n'en es pas conscient. Tu es déjà... C'est quand tu te retrouves toute seule ici que tu te dis, j'ai un background. Oui, tu te rends compte en fait que ce background... ça t'aide, parce que déjà, quand tu étais dans les écoles, on était déjà à Perpète-les-Bains pour l'école, parce qu'on habitait à Bassal, l'école était à Boulanger. C'est un peu comme quand tu me disais, Souli et Nourou, c'est au bout de la ville. Oui. Il faut y aller parce que parce que je dis, c'est un investissement. L'école commençait à 7h30. 7h30, ben, nous on devait se lever à 5h parce qu'il fallait traverser la ville pour aller au bout du monde, parce que mon père, il devait me déposer avant d'aller au travail, donc il me déposait très tôt, même pas à 7h. On était toujours les premiers arrivés, et parfois les derniers à partir. Et alors qu'on a commencé à rentrer par nous-mêmes, quand tu es à Libéman, c'était parfois tu arrives, tu cherches le taxi, il n'y a pas de taxi, tu rentres à pied, quoi. Ah ouais. C'est à la dure, ça c'est à la dure. Ça c'est à la dure. Et après, bon, examen tout le temps, tac. Répétiteur, c'était vraiment, le rythme était soutenu. Et quand on dit, mais purée, mais qu'est-ce que c'est ? Mais c'était une préparation que tu n'imaginais pas. Non, voilà. Ça me fait chier. C'était ça que tu pensais à l'époque. Donc c'est vraiment ici que tu te dis, voilà, j'ai un bagage. Oui, c'est justement ici, quand tu arrives... Et tu sens la différence autour de toi avec, par exemple, tes camarades de classe. Tu le sens ou pas, la différence ? Ou avec d'autres personnes qui ont du Cameroun et qui n'ont pas eu... Oui, parce que, par exemple, moi j'ai fait un secondaire économique. Et j'arrive ici, je dois faire 7e science parce que je dois faire le concours pour aller à l'université. Secondaire économique, c'est 2 heures de physique, chimie, 2 ans, quoi, pas plus que ça. Mathématiques, c'était mathématiques normaux. Mais tu dois faire préparer le concours pour aller à l'université, sciences. Bon, les langues, ça va. Et après, tu arrives à l'université Solvay, c'est physique, chimie avec des gens de Polytech. Donc, voilà. Donc, déjà au secondaire, avant même d'arriver à faire tout ce concours-là, tu te rends compte que tu as une discipline qui était déjà entrée en toi. Par exemple, quand je dis, quand on allait quelque part, on avait la discipline de l'horaire. Mon père prend ses heures de partie, il part. Prête ou pas prête, il te laisse. Donc, tu dois être à l'heure. Même ma mère, à 14h, on part. À 14h, il démarre sa voiture, il part. Avec ou sans toi. Avec ou sans toi. Donc, tu apprends déjà l'horaire. Il te dit, les fêtes des enfants ne finissent pas à 18h. Donc, quand les amis de l'école faisaient des fêtes qui finissaient à 20h, il dit, les enfants à la maison rentrent à 18h. Ok. Donc, à 18h, tac, tu dois être à la maison. Ouais. Mes habits à la maison, que tu sois à la maison ou pas, mes habits, tu ne mets pas des habits froissés dans ma maison. Ok. Donc, il y a vraiment une rigueur. Une certaine rigueur qui s'impose. Parce que c'est normal, il y a quand même 6 enfants à la maison. Tu ne peux pas te le permettre de...
De laisser les choses t'échapper. Tout ce qui va avec. Et surtout que c'est principalement des filles. Oui. Et donc, même quand on avait des oncles et des tantes à la maison, ils disaient, moi j'ai des enfants chez moi qui grandissent, donc il y a des choses que je ne tolérerai pas chez moi. Parfois les oncles et les tantes, ils pouvaient encore tolérer 20 heures. Mais après ça, tu ne rentres pas chez lui. Parce qu'il estime que tu as des enfants à la maison. L'éducation était vraiment stricte. Oui. Il estime que tu as des enfants éduqués à la maison, donc, même lui-même, 20 heures ne trouvait pas dehors. Ok, ouais. Il rentre. Il a fait ce qu'il a fait, il rentre à la maison. Bien de plus. Donc, et donc ça c'est quelque chose que tu as gardé même quand tu t'es retrouvée toute seule? Oui. Parce que justement, quand je suis arrivée en Belgique, la première année te dit, ah, je vais faire la fête parce que tu es en 7e. Ouais. Il y a tout le temps des booms quelque part. Après, tu dis, c'est quoi ma priorité? Oui. L'école ou la fête? Tu dois faire ce choix parce que ils t'appellent pas pour savoir si tu es allé à l'école. Ils peuvent t'appeler pour te dire que tu es allé à l'école. Tu dis oui parce que je voyais tout plein de nos amis qui étaient quand tu es justement en 7e, qui n'allaient même pas à l'école. Justement, quand tu avais 18 ans, peut-être tu pouvais y assigner tes heures d'absence ou pas. Donc, oui, tu es majeur. Oui, tu es majeur. Donc tu pouvais décider. C'est pas comme avec tes parents. Les parents signent quand tu es en secondaire ici. Ouais. Donc quand tu as un certain nombre d'absences, tu es désinscrit. Mais nous, on pouvait signer nos mots. Mais moi, déjà, je savais d'office dans ma tête que je ne peux pas avoir un certain nombre d'absences. Parce que c'est comme ça, c'est la règle. Sinon, je suis désinscrit. Je suis conscient de ça. Donc, j'arrive déjà au secondaire où c'est des mathématiques et que moi, j'en ai pas fait. Donc, je dis là, il faut que je m'y mette parce que c'est pas là que je serai jugée, mais j'ai un examen quand même à passer à l'université. Et tu venais vraiment pour Solvay quand tu venais ici? C'était l'objectif. Oui. Tu connaissais Solvay du Cameroun? Oui, ma soeur était là. Donc, elle m'a envoyé toute la documentation de toutes les universités, les écoles. Et donc, j'ai fait ma paperasse, tac. Ta soeur a fait Solvay? Oui, elle fait médecine. Ah, mais je pensais que tu parlais d'une autre. Oui, mais ma soeur Aurélie. Elle était sur place, oui, elle avait le réseau. Non, avec moi. Okay. Non, elle m'a juste pris les différentes écoles. Échec, ICHEC. Elle a préparé les dossiers. Non, elle a préparé la paperasse des différentes écoles disponibles et elle me l'a envoyé. Et donc, moi, j'ai parcouru le programme scolaire de toutes ces écoles qu'elle me proposait. Tu as fait ton choix sur papier? ULB. J'ai fait mon choix sur papier. Ok. Donc, quand je me suis inscrite, je me suis inscrite en 7e, mais dans ma tête, je savais que j'avais fait Solvay parce que sciences éco ne m'intéressait pas. Ouais. Et tu connaissais la réputation de Solvay? Enfin, tu savais que c'était la grande école? Non, je ne savais pas du tout. Pas du tout. C'est juste que j'ai pris le descriptif des cours, j'ai vu les finalités, il y avait sciences éco, j'ai vu ICHEC, et genre, je me suis dit non, c'est ça que je vais faire. Et aussi parce que je devais faire l'ULB, parce que financièrement, je ne pouvais pas me permettre l'ICHEC et l'EFEC. Oui. Parce que c'était plus de 2000 euros par an. Donc l'ULB, c'était on va dire l'université. C'était l'université, c'était entre guillemets le public. Oui, le public, c'était le choix le plus, on va dire, le plus même à ma situation. Donc c'est soit Sciences Éco. Il fallait quand même que j'aille d'abord à l'université parce que les écoles, je ne pouvais pas me le permettre. D'accord. Donc financièrement, parce que la première année, quand tu arrives à l'ULB, en fait, c'est que la première année, tu payes 2000 et quelques. Et après, les autres années, tu payes 800 comme les autres. Oui, Minerval classique. Alors que dans les écoles, chaque année, il faut aligner 2000. Ça. Ouais. Donc, c'était un choix aussi financier. C'était un choix financier aussi. Oui, financier aussi, mais aussi parce que j'aurais pu faire Sciences Éco. Oui, tu aurais pu. Mais ça ne m'intéressait pas. La filière? Non. Pas. Ok, ça donc, va. La filière me parlait. Donc, ça veut dire. Donc, justement, cette rigueur-là, je la retrouve parce que justement, il n'y a personne. Ma soeur, elle va à l'université. Moi aussi, je vais on ne va pas sur le même plan en plus. Donc, déjà que le matin, il faut se lever pour aller à l'école. Il faut être à l'école à 8 heures. Il n'y a personne qui va te réveiller. Donc, tu dois mettre ton réveil et te dire, je vais à l'école. Tu dois mettre ton réveil et te dire, demain, j'ai examen, je fais mes devoirs. Donc, voilà. Et oui, bon, tu me diras, comme tu disais, l'éducation, la rigueur, mais de tes camarades qui, elles, continuent à faire la fête, parce que j'imagine que tu n'es pas venu seul du Cameroun, il y avait des gens, je sais pas, il y a peut-être toute une génération qui s'est il y en a qui, par exemple, n'avaient pas l'intention d'aller à l'ULB, par exemple. Ok. Eux, ils se disaient, je vais faire infirmier. Oui. Donc, ça ne les intéressait pas de passer l'examen d'entrée à l'université. Donc, pour eux, il n'y avait pas besoin d'étudier, de travailler tant que ça. Voilà. Ouais. Parce que c'était uniquement pour avoir les papiers. Donc, ils allaient jobber entre-temps et tout ce qui va avec. Donc, c'était pas les objectifs de vie n'étaient déjà pas les mêmes. Oui.
Donc, voilà, ils avaient, on va dire, un certain âge. Parce que voilà, j'étais la plus jeune quand je suis arrivée. Donc, pour eux, le but de faire des longues études, c'est pas ça, quoi. C'était vraiment un diplôme d'infirmier, 3 ans et tout. Vite gagner sa vie. Vite gagner sa vie. Voilà, et donc, probablement aider au pays, enfin, je sais pas. Hein, probablement. Donc, voilà, dans les réalités, lui, aider aussi au pays. Bon, il y avait des gens qui n'étaient pas vraiment venus étudier, donc c'est venu se chercher. C'était venu se chercher, ouais. Et donc, voilà. Donc, maintenant, il y a ça qui dit, il faut choisir son camp. Donc, te dis, je vais traîner beaucoup. On était peut-être combien, Kaza, à l'université? On était 4 ou 5, hein? Je suis peut-être une cinquantaine d'étudiants, 4 ou 5. 4 ou 5 étudiants africains? Non, on était à l'Athénée. De la 7e? Oui, on était environ une cinquantaine. Cinquantaine de Cameroun, oui. Ah oui, cinquantaine du Cameroun. Il y avait 2 classes. Attends, il y avait 2 classes. 50. En 7e? Oui. Non, avec les Marocains, on était une cinquantaine. Mais donc d'étrangers? Oui, étrangers, oui. D'étrangers, oui. Mais on était 4 ou 5 qui sont allés à l'université. Ok. Parce que l'université, il faut le dire en Belgique, c'est un luxe. Hein. On n'entre pas parce qu'on... En fait, les écoles, c'est pour ceux qui n'ont pas pu aller à l'université. Oui, c'est l'inverse de la France où c'est les grandes écoles et l'université un donc, peu... Donc, il faut déjà pouvoir faire le concours pour pouvoir y entrer. Et donc, c'est concours Polytech? Non, c'est un concours d'admission, l'examen d'admission. Parce que l'examen d'admission... et puis tu as l'examen... Tu as l'examen de Polytech séparément. Ok. Et donc, donc il y a deux examens. Ouais. Donc moi, j'ai fait l'examen d'admission. Et je pense qu'on était 2 à avoir réussi la première fois. L'examen d'un coup. Après, les autres ont dû refaire et d'autres ont dû passer le jury central. Bref, voilà. Et après, maintenant, tu arrives à solver. Ça, c'est encore entre paires de manches. Je cours à 8h du matin tous les jours. Purée, j'habitais en Anderlecht. Il faut se lever à 6h du matin. Hein. Donc, ça, là aussi, il n'y a personne pour te dire tiens, fais ça, machin. C'est toi qui te dis je fixe mes règles. Oui. Il y a la TD, à l'ULB, il y a toujours de la fête quelque part. Oui, on connaît l'ULB. On ne va pas insister sur la réputation sulfureuse de l'ULB, mais voilà. Donc voilà, il y a toujours une fête quelque part. On n'en pense pas moins. Donc voilà, j'arrive mathématiques niveau plus, physique plus, chimie. Mais c'est quoi ce truc de dingue? Il faut relever les manches. Ah non, c'était même pas relevé, il faut déchirer. Il faut déchirer. Donc la première année, ce fut une catastrophe. Ah bon. Ma première session d'examen, je pense que si j'avais été dans l'ancienne époque de Solvay, on m'aurait viré. Parce qu'apparemment, dans l'ancien système de Solvay, si ta première section d'examen, tu as moins de 5 de moyenne, eh ben on te chasse de l'école. Tu es radié. Mais ma première session d'examen, de décembre, purée. Ma plus grande moyenne, c'était 5 sur 20. C'était ton top. Ah non. La limite était ton top. J'avais les 1, les 2, je là. Ok, Josiane, qu'est-ce qu'on va faire ici? Mais tu rentrais dans un domaine qui n'était pas du tout le tien. Les maths. Il y avait les maths, oui, mais il y avait aussi quand même l'économie. Mais ça va, en économie, je m'en sortais pas. J'étais pas mauvais, mais j'étais pas non plus bonne parce que c'était QCM. C'était vraiment des examens pour... C'était pas où on te demande de déblatérer, non. C'était vraiment des trucs QCM. Donc, si tu rates, il faut avoir tout de bon. Je sais pas tout bon, ben, on t'élimine. La première session, c'était raté avec fracas, quoi. Et tu t'es pas découragé? Non, il y a encore la session de juin. Dans la session de juin, ça va, il y avait histoire, il y avait géographie, ça va, j'ai réussi. Ça va, tu t'es rattrapé. Je me suis rattrapée. Bon, physique, chimie, maths, c'était toujours pas terrible. Donc, économie, ça s'est amélioré, mais c'était pas assez pour pouvoir... Donc, tu as refait ta première, mais avec juste quelques matières. Donc, justement, j'ai fait la session d'été. Et donc, j'ai réussi mon économie quand même en seconde session. Et donc, j'ai quand même refait ma première, c'est vrai, avec la moitié de mes examens dans la poche. Donc, on avait 10 matières. Donc, j'ai eu la moitié. Mais, entre-temps, on a eu... c'est quoi ça? Bologne. Oui, je me souviens. Donc, Bologne s'était installé. Et donc, avec Bologne, on avait 15 matières maintenant. Donc, 5 matières se sont rajoutées. Quelle joie. Mes matières et tout ce qui va avec. J'ai dit, bon, ben, c'est comme ça. Hein.
Et donc voilà. Donc, en fait, c'est qu'il fallait comprendre le système. C'est parce que quand on vient la Belgique a un système scolaire complètement différent de celle du Cameroun. Dans la mesure où au Cameroun... Celle du monde entier. La Belgique, non, la particularité, c'est pas ça. C'est que au Cameroun, on nous apprend à comprendre. Et à utiliser la théorie pour faire les exercices. Mais en Belgique, on vous apprend à retenir par cœur. Et c'est mon combat aujourd'hui avec mes filles parce que parfois, je dis, elle fait des calculs dans la tête. Je dis, ok, c'est bien, je vais faire écrit. Elle n'arrive pas à écrire. Elle sait juste qu'elle a fait des calculs dans sa tête. Mais si je demande d'écrire les étapes, non. Est-ce que c'est pas un système qui fonctionne dans le sens où on prépare l'enfant à ce qu'on attend de lui dans la société? Non, parce que dans la société, justement, comment dire ça? Quand je vois au travail, il faut la polyvalence. Moi, je trouve, personnellement, j'aime pas me dire, je travaille sur un sujet précis et je veux pas voir ce qui se passe autour de moi. J'aime bien comprendre les tenants des aboutissements. Donc, si par exemple, je dois faire mon travail, il est là. Je veux savoir c'est quoi la source. Je veux savoir qui ça sert. Donc, je veux être connectée. Et donc, tu prépares les filles de cette façon-là. J'essaye. C'est pas toujours évident parce que justement... Le système ne fonctionne pas. Oui, et donc parfois j'essaye un peu. Donc là, par exemple, l'IA, ils ont commencé les calculs liés avec les milliers. Ils ont une manière de calculer en cas. Je dis, mais non. Si par exemple, il se appelle un split. Donc, par exemple, tu fais 60, tu mets une barre de split, tu mets 20 plus 40. Et c'est très bien fait. Mais si tu lui dis, écris ce truc-là d'une autre manière, elle ne saura pas dire. Donc, par exemple, 10 plus 50 non, ou bien... je dis par exemple que tu as fait les 60, ça fait 20, tu as fait 20 et 40. Oui. Est-ce que tu sais que ça veut dire que 60 est égal à 20 plus 40? Mais en classe, on ne leur apprend pas ça. Ok. Tu vois? Oui. On leur apprend que tu vas faire un split. Et on va s'arrêter à 20 et 40 parce que le split va leur permettre de faire des calculs par la suite. Ce qui est tout à fait logique aussi. Mais j'aimerais lui montrer que ça veut dire ça. C'est notre manière de penser. Parfois, c'est vrai que parfois, leur manière de calculer, je dis, ah, c'est beaucoup plus simple. Mais il faut aussi qu'elles comprennent que ça veut dire ça. Ok. Mais pour le moment, il faut d'abord qu'elles comprennent d'abord ce qu'on leur dit à l'école. Et quand elle aura bien compris ce qu'on leur dit à l'école, je leur apprends autre chose. Ah, ça, c'est de l'énergie, ça, à investir. Et donc, justement, quand j'étais à l'ULB, ce qui m'a bloqué, c'est que dans les matières scientifiques, c'est que moi, je ne comprenais pas. Et moi, si je ne comprends pas quelque chose, tu peux me dire tout ce que tu veux, je ne retiendrai pas. Ok. Et donc, quand tu arrives déjà, quand je doublais ma première année, je m'étais rendu même compte que je ne savais même pas lire mon cours de maths. Parce qu'en fait, j'ai compris, parce que quand ils font les cours de maths, ce n'est pas littéraire, c'est vraiment avec des équations, des chiffres, des flèches et tout. On s'est dit, mais en fait, finalement... Oui. Il n'y a pas de phrase. Il n'y a pas de phrase. Et après, quand j'ai appris à comprendre ces symboles-là, je me suis rendu compte, mais en fait... je n'étudiais pas. Moi, je n'étudiais pas. Je n'aurais pas pu réussir parce que je ne comprenais pas ce que ça veut dire. Et donc, j'ai dit, quand j'ai compris, je suis rentrée dans le système. J'ai dit, ok, cette dame, elle est là pour nous faire chier. Parce qu'elle était vraiment, c'était des cours à casser, physique, chimie, mathématiques. Oui, c'est la première, il faut trier aussi. Non, la chimie, ça va, c'était encore ok. Après la chimie, j'arrivais à bien gérer parce que je comprenais les signes des trucs. Mais alors, je me suis dit, ok, quand c'est fait pour être cassé, et maintenant que je comprends ce que tous ces signaux-là veulent dire, à comprendre mon cours, je vais rentrer dans le système. Ça veut dire, puisque l'examen, c'est 50% théorie, et 50% pratique, eh ben, je vais étudier ce cours par cœur puisque je le comprends maintenant. Ok, d'accord. Tu as fait la démarche inverse. D'abord, je comprends. Ensuite, et après, j'étudie par cœur et fais je comme prends le mes système cours. me demande. À l'examen, je prends peut-être un 8 sur 10 sur la théorie et je vais prendre un 2 sur 10 sur la pratique. Comme ça me fait ma moyenne pour pouvoir continuer. Avancer, Donc, tout voilà. simplement. Mais justement, c'était pour moi la démarche, c'est que je ne comprends pas, oublie. Et c'est la même chose que ma soeur me disait, par exemple, elle, quand elle faisait médecine, ils avaient tous ces étudiants-là qui étaient premiers en théorie, c'était première distinction, tout ce qui va avec. Mais quand ils commençaient à faire des stages, ils n'arrivaient pas à faire le lien entre le livre et la réalité. Et c'est la même chose que moi, quand je suis au travail, je vois, c'est que parfois les gens font des choses comme des robots. Et ils ne voient pas les tenants des aboutissements. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais? Et moi, ça m'étouffe quand je travaille comme ça. C'est impossible pour moi de travailler comme ça. Si
Ça, si j'arrive dans un boulot, on me dit, fais seulement ça, Josiane est partie. Je suis partie. Parce que je ne pourrais pas. C'est excellent. Mais en parlant de ça, je vais rebondir sur le fait que tu parles de... Parlons un peu d'avenir. Comment tu vois ton avenir dans cette Europe que tu t'es pas appropriée? Tu vois, dans le sens où tu me dis tu es africaine, oui, et tu as la chance d'être en Belgique, tu remercies la Belgique. Hein? Quel est ton avenir ici? Comment dire ça? Non, moi je vais rester. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je suis de ceux qui résistent au système. Dans quel sens résister? Résister, ça veut dire que si je pense que quelque chose n'est pas correct, je peux me battre contre tout le monde entier. Ok. Et qu'est-ce que tu trouverais pas correct, par exemple? Par exemple, ça veut dire, par exemple, je trouve qu'aujourd'hui, par exemple, dans le monde du travail, les gens ne sont pas honnêtes. On a perdu l'honnêteté dans le travail. Les gens font du protectionnisme dans le travail parce qu'ils ont peur de perdre le travail. Mais moi, je dis non. Si j'arrive quelque part, je fais mon travail de manière honnête, je partage mes connaissances avec mes collègues, même si ça me fait perdre mon travail, au moins je sais que j'ai fait quelque chose de correct. Ok. Mon avant-dernier travail, donc avant Toshiba où j'étais chez Ingersoll-Rand, j'ai travaillé sur un projet, pendant 5 ans, implémentation de système et tout ce qui va avec, parce que sur une boîte américaine, les Américains aiment bien le contrôle. Donc, ils ont racheté plusieurs boîtes un peu partout. Alors, ce qui se faisait, c'est que pour le niveau de la finance, on essaie de travailler sur un système où on va mettre tout sur un même système. Eux, ils peuvent se mettre aux États-Unis, ils regardent tes chiffres, comptabilité, fait ceci, on fait consolidation, tout ça, en fait, harmonisé. Et donc, moi, j'ai travaillé sur cette implémentation de système avec tout ce qui va avec. Et à la fin, j'ai dit à mon manager, écoute, le projet est terminé, j'ai plus de travail, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait la place en Irlande, mais personne ne voulait aller en Irlande parce que c'était au boulot. En fait, c'est pas la belle Irlande, c'était à Galway. Donc, on pleut tout le temps. Il y a l'industrie, un beau village là-bas. C'était pas la plage, non. Non, quoi. Donc, personne ne voulait y aller. Moi, j'ai dit, écoute, voilà. Et moi, c'est ce que je disais encore aujourd'hui, c'est que moi, j'ai trop travaillé de manière très claire. Donc, je ne suis pas du genre à garder mes dossiers, genre, Josiane n'est pas là, ou son société, non. J'ai un drive, puisqu'en général, au travail, on a des drives partagés, où je mets tout là. Quand je travaille, je documente. Comme ça, si je ne suis pas là, moi, j'ai toujours, parce que quand je suis en congé, je suis en congé. Oui. Tu veux voir mon dossier, il est là, il est assez clair, avec toutes les formules, avec tous les machins, tu peux l'utiliser. Tu n'as pas peur qu'on te pique tes idées, mes idées. Tu es confiante sur ce que tu veux. Je suis honnête dans mon travail. Et je trouve que dans cette Europe d'aujourd'hui, les gens font le protection. Et donc, justement, je suis allée voir ma dit, écoute, j'ai plus de travail. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, entre-temps, il y avait deux autres collègues qui étaient arrivés. Et donc, c'est lui qui les avait engagés. Parce que c'est un nouveau manager. J'étais avant un autre manager qui m'avait engagé. Donc, lui, entre-temps, il était affecté dans notre business unit. Donc, moi, j'étais avec lui et tout. Mais il devait reconnaissance à ces deux-là. Parce que c'est lui qui les a fait venir. Donc, finalement, j'ai dit, OK. J'ai senti ça venir parce que lui dit, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Je vais pas rester là tout le temps au travail et tout ce qui va avec. J'ai plus rien à faire. Il faut que tu me donnes quelque chose. Mais il ne pouvait pas se séparer des deux autres. Mais le problème, c'est que, entre-temps, c'est que, déjà, quand je faisais ce travail, je suis allée en congé de maternité. Quand j'étais enceinte de l'IA, ils n'ont pas pu trouver quelqu'un pour me remplacer. Donc, j'ai dû revenir le faire. Après. Et comment c'est possible? Parce que... Non, parce que c'est un travail... En fait, c'est que, justement, quand parfois tu es... quand je faisais ce travail au début, c'était vraiment un truc... On m'avait dit, je travaille avec mon manager, tu vois. C'est un travail qui peut être chiant, parce que c'est beaucoup de réconciliation et tout ce qui va avec. Mais en fait, c'est que les gens voyaient seulement le côté financier du travail. Donc, parce qu'après, quand on teste des données, par exemple, tu prends les données d'un système, tu mets dans un nouveau système, et tu te rassures avec des réconciliations entre les données archivées et les nouveaux, qu'il n'y a pas d'écart. Je dois travailler avec les gens des différents pays, leur expliquer ce qu'ils doivent faire, tout ce qui va. Les gens voyaient seulement ce côté réconciliation. Mais moi, je suis allée beaucoup plus loin. Donc, parce que normalement, en tant que financier, on n'a pas accès à certaines données dans les systèmes informatiques.
Mais moi, comme j'allais beaucoup plus loin dans mon travail, j'appelais les gens de IT pour essayer de comprendre ce qu'ils font derrière. Quels sont les paramètres qui sont... Parce qu'on a des KPI qu'on calcule. Tu cliques seulement sur rafraîchir, le KPI te donne, tu vas planter chiffre au management. Mais moi, je voulais savoir, mais quel est le paramètre que tu utilises pour pouvoir faire ça? Comment est-ce que dans le système, ça se fait ça? Et comme moi, j'allais beaucoup plus loin, j'ai eu des accès dans le système IT que les financiers en temps normal n'ont pas accès. Ok. Et donc, j'ai commencé à créer mes réseaux avec les gens plutôt de l'IT. Et là, ça m'a permis justement d'aller beaucoup plus loin dans le projet que ce qui était prévu. Parce que justement, quand les gens arrivent au travail, je ne fais que ça. Ah, mais non, ce KPI n'est pas forêt, c'est pas mon travail, c'est IT. Il faut attendre que IT arrive pour le faire. Mais non, moi, j'ai dit, mais non, je veux pas rester. Tu t'es ouvert des possibilités. Voilà. C'est compliqué pour quelqu'un d'autre de venir reprendre. Oui, mais surtout que quand, par exemple, à un moment, j'avais tellement déposé mon indépendance qu'ils m'ont donné des accès dans le système parce qu'on travaille parfois avec les Américains. Et donc, avec le décalage horaire, on travaille soit avec les Américains, soit avec les Indiens. Donc, le mec qui est en Inde, quand moi ici, il est 17h et que moi, je suis en contre-travail, lui, il est 21h. Moi, si je n'étais pas contente de l'appeler pour dire, tiens, il y a ce problème. Alors que s'il m'avait donné des accès, qu'il me montre comment ça se fait, je sais le faire. Ou bien si à midi, j'ai besoin du mec qui est aux États-Unis et qu'il est 5 heures chez lui, je ne vais pas l'appeler. Parce que justement, comme j'ai appris, ils m'ont donné des accès pour pouvoir faire certaines choses. Et donc, quand je vais en congé maternité, je montre à une de mes collègues, justement, moi, je fais ça, je dis, oh, tu fais ça, mais c'est pas mon travail. Je dis, ben oui, je fais ça. C'est peut-être ennuyeux, mais au moins, j'ai appris beaucoup de choses. Tu as gagné en indépendance. J'ai gagné en indépendance, j'ai développé mon réseau et tout ce qui va avec. Et c'était un boost dans mon CV qu'ils n'ont aucune idée. Mais justement, c'est ça, justement, que les gens ne développent pas cette curiosité-là. Se dire, ok, en fait, c'est qu'au début, toi, en tant que parfois noir ou étranger, on te donne ce travail qui est censé être boring, mais c'est à toi maintenant de revaloriser ce travail, d'en faire quelque chose, lui donner une autre dimension. Et justement, c'est un peu ça parfois que nous... C'est pour ça que je dis, quand j'entre dans un travail, je me dis, je suis chez eux, je ne veux pas piquer la place du manager, ça c'est son problème. Je fais mon travail le plus honnêtement possible, le plus efficient possible. Et si ça m'emmène plus loin, tant mieux. Mais je ne suis pas dans cette optique où tu veux absolument prendre la place, venir de premier, de manager et tout, sans savoir ce que ça a comme responsabilité derrière. Parce que pour moi, la responsabilité, c'est important. Se dire que moi, par exemple, j'attends beaucoup de mon manager. Donc, aussi que je sois exigeante envers lui, je serai aussi exigeante envers moi si je suis manager. Ok, oui. Et donc, tu vois où tu mets la barre. Je vois où la barre. C'est la même pour tout le monde. Oui. Et donc... pour lui, comme ce serait pour toi. Et donc, du coup, tu te donnes les moyens. Oui. Et donc, quand je vois tel poste de manager qui est là, je dis, j'ai pas envie de m'investir, tu vas pas. Je me dis, par exemple, ok, là maintenant, avec une vie de famille et tout ce qui va avec, je suis honnête envers moi-même. J'ai dit, Josiane, c'est pas bon pour le moment. Ok. Je sais que je peux faire, hein, moi, voilà. Je sais que je peux faire certaines choses. Mais le sacrifice que ça te demanderait en privé, oui. Non, pour toi, n'en vaut pas la peine. Pour le moment. Mais plus tard, oui. Parce que je sais déjà que je suis en train de poser les bases pour pouvoir y arriver. Je vois, j'observe autour de moi. Par exemple, comme je dis, pendant Toshiba, je me suis dit, toi, tu peux être manager. Si ce n'est que ça, fuck it. Donc voilà, donc je suis tout doucement en train de poser les bases. Je construis, sachant que j'ai ma vie de famille d'abord à côté, qui est prioritaire. Parce qu'on peut dire, tu peux avoir tous les beaux postes du monde et tout ce qui va avec, mais voilà. Et donc, je dose tout doucement, me dis, je me prépare à y aller. Ce n'est qu'une question il faut dire aussi, opportunité, parce que c'est vrai que quand on vient de solver, on se dit tout, ah, tu vas atteindre des sommets et tout ce qui va avec, c'est vrai. Mais il y a un prix derrière, c'est ce qu'on ne le dit pas. Il y a un prix derrière. Il y a un prix personnel, privé. Oui, il y a un prix derrière énorme.
Donc, quand j'étais chez Bridgestone, c'était minuit, 1h, 2h du matin. Chez Ingersoll, ça allait encore parce que c'est une boîte américaine et ils sont quand même assez conscients de work-life balance. Non, c'est pas dans toutes les boîtes parce que j'ai déjà plutôt dit c'est une boîte mature. Ok. Mature. Parce que tu peux avoir une boîte qui a 100 ans, par exemple les Toshiba et Bridgestone, ils ont plus de 100 ans, mais ils n'ont pas la maturité. Voilà. Donc tu peux avoir une boîte de 5 ans, Google, des trucs comme les Google, ce sont des startups. Oui, mais c'est des boîtes matures aussi. Oui. Parce que justement, on comprend l'importance du work-life balance, on comprend l'importance du capital humain. Parce que justement, c'est la nouvelle tendance aujourd'hui. La nouvelle tendance, oui. Le capital humain. Oui, les vieilles entreprises ont gardé cette façon de fonctionner qui est patriarcale. Oui, et donc, c'est ça que je dis, moi, quand je commence un travail, je dis très clairement, comprendre, ok, j'ai ma vie de famille, j'ai ça. Mais par contre, donc, je suis très flexible. Ça, dès le début, tu te l'imposes à toi, mais est-ce que, en arrivant au boulot, tu lui fais comprendre que voilà, je suis une mère de famille, j'ai mes priorités. Je ne le dis pas. Avant de commencer le contrat, je dis j'ai mes enfants. C'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que je ne travaille pas. Chez Toshiba, parfois, c'était 3-4 heures du matin. Mais parfois, ce que je faisais, à 17 heures, j'ai dit ok, à mon manager, tac, je vais chercher les enfants, je les dépose à la maison et on continue. Ou bien, bon, là, parfois, je vais les chercher. Mais là, maintenant, ici, c'est aussi, ok, avec Corona. Merci, Corona. Je suis désolée. On ose dire ça. Oui, mais Corona a changé ma vie. A changé la face du monde. En bien comme en mal. En bien. Ça a transformé les méthodes de fonctionnement parce que au niveau du travail. Il n'y a pas longtemps, il y avait des boîtes où on utilisait home working, c'était des négociations, mais il ne fallait même pas y ça. Il dit, par exemple, quand j'étais chez Toshiba ici, il disait à mon manager, écoute, ok, tu veux qu'on reste famille, ça va, mais je dois m'assurer que mes enfants sont au lit. Donc je rentrais, je cherchais les enfants à l'école, je les posais à la maison, ou bien je les posais chez papy, et après je retournais au travail. Mais au moins... Ah oui, au bureau. Oui. Ah ouais. Mais maintenant, c'est... après, pendant la période Corona, c'était de la maison. Ou bien j'allais chercher, je suis à la maison, je suis en train de travailler, je vais chercher, je les dépose ici à la maison et je continue à travailler et elles font ce qu'elles ont à faire, tout ce qui va avec. Donc là aussi, maintenant, par exemple, avant Corona, je ne pouvais même pas penser une seule seconde à ce que les filles aient les activités les mercredis. Parce que qu'il n'y a personne pour les accompagner. Oui. Donc là, maintenant, les mercredis, je travaille de la maison et elles vont à leurs activités. Okay. Et donc voilà, donc même si ma boss me dit c'est jusqu'à minuit, je dis il n'y a pas de problème jusqu'à minuit. De la maison. Je suis là, de la maison. Donc en fait, c'est une situation de gagnant-gagnant. Dans la mesure où tu me donnes, je te donne. C'est pas que je dis je vais rentrer à 17h, je ne veux plus rien faire. Oui. C'est le monde de la finance. On reste toujours dans la discipline personnelle, on reste toujours dans voilà, ce que tu as depuis. Parce que justement, on te donne quelque chose. Si on te donne quelque chose, il faut être reconnaissant et ne pas en abuser. C'est un peu comme, j'aurais pu travailler 5 jours sur 5 de la maison. Mais à chaque fois, mes cartes, je ne les utilise que lorsque c'est nécessaire. Je ne les prends pas comme un dû. Parce que si tu le fais, dans les boîtes, on le voit très bien. On a l'impression comme ça qu'ils ne voient pas, mais ils voient. Donc moi, je les utilise ça comme des jokers. Que dans des situations difficiles. Comme ça, on te dit qu'on ne va pas te dire, ah, celle-là, parce qu'elle est maman, elle ne fait pas son travail. Ça, quand j'arrive au bureau, je ne suis pas maman. Je travaille. Au contraire, même, j'essaie. On ne se rend même pas compte, mais les mamans sont les plus efficaces au travail. Ah oui, il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Derrière, il y a énormément de choses. Tac. Ah oui. C'est ça qu'elle dit, maintenant, je suis à mon nouveau travail, je regarde, je vois comment ils font les choses. Mon cerveau, il est en train de tourner. J'essaie de trouver des solutions pour voir comment je peux faire ça vite. Mon cerveau, il est en train de tourner, mais à fond, quoi, tu vois. Et je me dis, non, ce truc, je ne peux pas faire ça comme ça. Il faut que je trouve une solution. C'est vraiment le truc de tac, efficacité, efficience. Oui. Et je ne me dis pas que je ne veux pas qu'on me donne cette étiquette de maman. Je ne veux pas la prendre. Je ne la prends que lorsque c'est nécessaire. Parce que c'est important. C'est important pour se faire sa place.
Voilà, quoi. Ouais. Parce que si je la prends trop, parce que j'ai une amie qui a trop pris son ticket de maman, on l'a virée. C'est une réalité. Parce que moi aussi, je pense que chez Ingersoll, ils ont dit, on a 2 collègues, on a 3 employés là. Il y a une qui est maman de 2 enfants, les 2 autres sont sans enfants, c'est les boîtes américaines, ils sont efficaces. Les mamans sont vite sacrifiées. Hein. Si tu mets très vite sur la table ton rôle de maman, tu perds ta place. C'est une triste réalité, mais elle est là, cette réalité. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec? On devient des super mamans. Ok. Tu deviens une super maman ou bien Ou tu disparais. Ou tu vas dans la fonction publique. Ou tu vas dans la fonction publique. Oui, ne dénigrons pas la fonction publique. Non, c'est vrai, parce que j'ai une amie, justement, quand je le disais, qui a fait Solvay. J'ai une aussi qui a fait échec. Elles ont commencé dans le privé, mais elles se sont redirigées vers le privé. Pas la fonction publique, parce que le rôle de maman a pris le dessus et c'était devenu pesant. Elles se sont dit, je peux faire la fonction publique. C'était financièrement, ça c'est pas intéressant, mais elles ont beaucoup plus de temps. Ok. Tu vois? Choix de vie. C'est un choix de vie. Mais moi, je sais que dans la fonction publique, je vais me tirer une balle dans la tête. Donc, tu as besoin de challenge, j'ai besoin de bouger. De mouvement, et ça, de défis. Et ça t'aide aussi parce que il faut toujours trouver un moyen de tout embriquer. C'est pas évident. Tu as des échecs, tu as des réussites. En fait, il faut savoir tout le temps se réinventer. Oui. Et voilà. Eh ben, magnifique. Écoute, magnifique. Tu as répondu à toutes mes questions. Moi, j'avais encore juste 2 petites choses que je m'étais demandé parce qu'en plus, tu as parlé au tout début du fait que tu essayais de réinvestir ta culture et les enfants avec des livres, en leur apportant la connaissance de la langue maternelle, en tout cas en essayant. Donc, est-ce que tu peux, par exemple, nous donner des références d'ouvrages je sais pas. Je sais dans mon sac. J'ai découvert ça dernièrement. Oui. Non, quand ce sera votre tour. Pourquoi on peut pas voir? Parce que vous allez venir après. C'est un auteur que j'ai découvert dernièrement. Bon, Amadou Hampâté Bachung-Kolet. Oh, je connais. Voilà. Je connais. Et en fait, cet auteur ici, justement, j'ai appelé mon papa parce que je me suis dit, en fait, c'est celui-ci. Je l'ai découvert dernièrement, justement, sur Amazon. Quand je cherchais Amadou Hampâté, je l'ai trouvé. Mais il est écrit dans d'autres langues aussi, tu vois. Ok. Et donc, je vais prendre les références et je les noterai dans le texte qui suivra le podcast. Ouais, je prendrai une photo. Et donc, voilà. Et donc, je vais voir ce que ça donne. J'ai dit à mon père, écoute, tu sais ce que je vais faire? Je vais scanner ça, t'envoyer, tu vas lire la version en bas, ça va? Mais il est écrit dans d'autres langues aussi. Hein. Ok, c'est chouette. Et non, j'irai voir un peu ce qu'on propose. Et donc, voilà, Est-ce que tu as des références de films, de musique, de livres qui, pour toi... Je suis en pleine recherche. Oui, représentent un peu... te représentent dans cette Europe, dans cette Afrique qui t'a porté jusqu'ici. Qu'est-ce que tu conseillerais à une jeune Camerounaise qui débarque ici? Qu'est-ce que tu lui conseillerais comme lecture, comme endroit à fréquenter? Écoute, moi, je ne suis pas une qui sort beaucoup à la base. Donc, en fait, c'est que j'ai ramené avec moi beaucoup plus mon éducation. C'est ça qui m'a porté, en fait. Parce que j'ai certes grandi en ville, mais on allait beaucoup au village. Ça que dit souvent, je connais le village mieux que toi. Je connais nos traditions et tout ce qui va avec, notre culture. C'est vraiment ancré en moi. Et donc, voilà, parfois j'appelle ma mère, elle me raconte encore ceci, cela, ou bien mon père. Donc, j'ai pas eu vraiment... Tes racines te portent. Voilà. J'ai pas eu vraiment beaucoup de lecture
qui m'ont porté parce que mes racines me portent, les traditions et tout ce qui va avec. On t'a suffisamment nourri. Oui, on t'a suffisamment nourri. Assez nourri, gavé. Gavé. Tout ce qui va avec. Allez, merci les parents. Pour pouvoir Donc, c'est plutôt des parents que tu conseilles en disant nourrissez vos enfants. Nourrissez vos enfants. Gavez-les de leur racine. Et il faut aussi croire à son bon Dieu. Parce que il nous guide, il nous porte. Oui. Il nous porte, donc voilà, c'est un mélange de culture, et de prière, et de religion, et pour ne pas perdre sa route. Parce que d'autres générations, il y en a quand même beaucoup qui ont perdu leur route. Oui. Il faut pas se voiler la face. Hein. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur route. Une majorité, une minorité, enfin... J'ai perdu le contact avec beaucoup. Moi, j'en connais qui sont rentrés au Cameroun parce qu'ils n'ont pas trouvé leur voie. Oui. On va dire qu'ils ont de la chance parce qu'ils avaient papa et maman qui allaient les accueillir et tout ce qui va avec financièrement. Papa et maman s'est aussi un peu installés, donc ils sont rentrés au Cameroun parce qu'ils n'ont pas trouvé leur route et tout ce qui Autant va avec. des filles que des garçons, ça n'a pas joué, ça. Les filles, on va dire qu'elles ont fini dans un mariage, mais sans toujours un diplôme parfois. Donc voilà quoi. C'est un peu ça, mais c'est pas évident. Et chaque fois, je rends gloire à Dieu. Parce que c'est pas évident. C'est pas du tout évident, quoi. Parce que même quand tu es à l'université, surtout être une fille, ici en Europe, on ne s'en rend pas compte. C'est difficile. Dans quel sens ? Tentation, elle est grande. La facilité ? Oui, la tentation, elle est grande de ne pas finir ses études. Je me souviens quand j'étais à l'université. Mais pourquoi faire ? Attends. Quand j'étais à l'université, déjà quand j'étais job étudiant, il y en a qui s'arrêtent au job étudiant parce qu'ils disent je fais un job étudiant, j'ai mis 200 € par mois. Pourquoi je vais à l'école je peux continuer ce job. Mais moi, c'est job étudiant. Je dis, mais je peux finir ma vie à faire ça. C'est quoi ce truc-là? Tu vois, toi, tu es dans l'étudiant, mais je dis, mais non, moi, je sais pas ça que j'ai envie. Mais l'autre me dit, mais je travaille, je vais pas à l'école, j'ai mis 500 €, pourquoi est-ce que je vais continuer, tu vois? Et ensuite, quand tu es une fille, tu te fais draguer. Tu as des hommes qui viennent te proposer des trucs. Moi, quand j'étais à l'université, il y avait des hommes mariés qui viennent me dire ah oui, mais j'ai ma femme, mais c'est pas grave, machin. Je te paye la belle vie. Je te paye la belle vie, je te paye ceci, oui. Mais, et en plus, t'as pas d'argent. Faut te dire, les sous, moi, je les comptais. Je me souviens une fois, je suis allée à la banque, j'avais 50 cents dans mon compte. Pour une journée, 50 cents. Heureusement, moi, je connaissais les prix du Colruyt par cœur. J'ai dit, ok, la boîte de tomates, c'est 20 centimes. Les pâtes, c'est 20 centimes. Donc, ça devrait aller. Il ne faut pas que les prix aient dépassé. Tu achètes ça et tu rentres à la maison, tu fais ta sauce tomate et tu manges et tu dors. Mais toutes les filles... Oui, la tentation est grande. La tentation est grande, surtout quand on est des filles. Parce que ils sont là. Hein. Ça, je dis, je prie pour mes filles parce que le plus... Tu penses qu'elles auront... C'est pire encore aujourd'hui. Tu crois que c'est pire? Oui. C'est pire encore aujourd'hui. Quand tu vas sur Instagram où tu peux montrer ton ventre, on te donne cette nouvelle application, on te dit telle maison te montre telle partie de son corps, tu lui donnes de l'argent, tu danses pour lui, tu danses pour lui. C'est encore pire parce que nous, on n'avait pas Internet pour se faire ça. Ça se faisait encore dans la rue, tu te faisais accoster par un monsieur dans sa grosse voiture. Je me souviens encore, je travaillais sur l'avenue Louise, parce que mes jobs étudiants où je travaillais à Maison Repos, c'est Maison Repos à l'avenue Louise. Quand je rentrais le soir pour aller prendre parfois le tram, j'avais pas envie. Je me disais, il fait beau, c'est l'été, j'ai pas envie de prendre le tram, je marche jusqu'à lui. Des voitures qui ralentissaient à ta hauteur. Parce qu'on te confondait avec des autres prostituées qui étaient là et tout ce qui va avec. Tout ce genre de choses, et aujourd'hui, c'est encore pire parce que tu as ce nouveau truc où on te dit, oui, je vais à Dubaï. On sait ce qui se passe. Ou bien tout ce qui se passe sur Instagram. Et j'ai encore une amie, elle me dit, ses nièces étaient à Saint-Michel. À l'entrée de l'école, on leur donnait de la drogue gratuitement pour les rendre dépendants. Et après... Oui, c'est des futurs clients. Nous, on avait... Avoir la drogue, à notre époque, c'était caché. Tu ne pouvais pas... Il fallait connaître le réseau pour avoir. Mais aujourd'hui, c'est partout. Donc...
C'est ça qui fait encore plus difficile d'être une femme. Bon, finalement, on finit sur une note un peu... C'est un challenge pour nos enfants, c'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est ça vraiment l'idée du podcast, c'est, voilà, montrer les choses telles qu'elles sont. Quand j'interroge mes afropéennes, si je veux dire ça comme ça, même si tu ne te considères pas comme, pour moi, tu rentres dans ma définition. Mais ce que j'aimerais vraiment entendre, c'est ça. C'est, voilà la réalité crue. Voilà ma réalité crue. Elle n'est peut-être pas valable pour X, Y et Z, mais c'est la mienne et ça peut peut-être aider quelqu'un à évoluer, à changer, à rester qui il est. On ne sait pas. Mais c'est vraiment ça, apporter la réalité et être un chemin pour les autres. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage, merci beaucoup pour ta sincérité et j'ai vraiment, vraiment hâte de voir la suite, ce que ça va donner et on se tiendra au courant pour la suite de l'aventure. Ça va. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà les amis, j'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi. N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!